ils sont là, les habitués du jeudi. Les habitués du plateau de jeudi, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Tant qu'on a un autre centre des spécialistes, pourquoi aller chercher ailleurs, n'est-ce pas? Jean Fondé, bonjour. Pas Jean Fondé. Lui, c'est Patrick Diossou. Je me trompais de regard. Oui, Patrick Diossou, spécialiste, journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Bonjour. Jean Fondé, bonjour. Rebonjour, Rachida. Bonjour. Et coach Justino Vieira, bonjour. Bonjour. Bonjour le plateau. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors, on parle aujourd'hui des résultats des examens, des différents examens de fin d'année. Oui. Et puis, on a eu le dernier résultat hier, n'est-ce pas? Oui, les résultats du baccalauréat. Jean Fondé, le CEP est passé, le BPC aussi, le baccalauréat. On a quelques pourcentages. Les pourcentages vous plaisent-ils? Est-ce que ça vous satisfait, Jean Fondé? Est-ce que ça répond à ce que vous, en tant qu'acteur de l'éducation, voyez sur le terrain? Oui, si je dois regarder la réalité avec les yeux de Béninois oui. et d'Africains ayant observé les résultats depuis des années, et depuis quelques années, j'allais dire que c'est déjà satisfaisant. D'accord. Mais lorsque mes regards escaladent les frontières, vont au-delà des mers, pour voir ce qui se passe ailleurs, je peux dire, comme le disent les Anglais, we still have a long way to go. Parce que nous avons encore du chemin à faire parce que les résultats pour le CEP, par exemple, on aurait pu parler à l'échelle nationale pour le CEP, par exemple, si on doit considérer ce qui se passe ailleurs, à l'échelle d'au moins 98%, pour le BPC d'au moins 90%, 95%, et pour le baccalauréat au moins à partir de 80%. C'est ce qui montre que le travail a été fait de part et d'autre et que la réceptivité des différents candidats a été assurée à 100%. Donc c'est à quoi on est habitué dans d'autres pays. Mais si je disais tantôt que en tant que Béninois, en tant qu'habitué de certains pourcentages, lorsqu'on prend du recul, par exemple dans les années 80, il était arrivé des années où on est tombé à 12%, 16%. Aujourd'hui, depuis 5 ans déjà, nous sommes en train d'applaudir pour dire qu'il n'y a plus tellement de redoublement, donc il n'y a plus de défection de l'école liée à l'abonnement, à l'échec, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on peut se frotter la main, même si je suis très très exigeant, très très perfectionniste. C'est à saluer. On veut forcément le meilleur. Oui, on veut forcément le meilleur. Alors, Patrick Diossou, est-ce que vous avez vous faites la même appréciation que Jean Fondé des résultats des examens de fin d'année 2022? En fait, les résultats de cette année, je dirais qu'il y a quand même de petits souris par endroit. D'accord. Bon, je rappelle, le BPC, sur le plan national, on a 66%. 66,46%. Oui. Donc, c'est une année où le taux de réussite est en hausse de près de 6 points. C'est pas mal. D'accord. Près de 6 points. C'est pas mal. En 2020, nous étions à 60%, je pense. Hein, oui, oui. 60,50%. 60,50%. Donc, on peut considérer que c'est quand même une hausse. Le baccalauréat. Le baccalauréat, lorsqu'on voit que au baccalauréat, il y a quand même, c'est 59%, on se demande, bon, qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais, comme M. Fondé l'a dit, oui. Il y a eu des années où on s'est retrouvé avec des taux vraiment bas. Des taux spécialement bas. Et je ne voudrais pas citer certaines années. Nous, on a subi ça. C'était vraiment un tamis. Et un tamis terrible où, dans 3 classes terminales, L, série L, oui. Il y a juste 7 personnes. Vous imaginez? Dans 3 classes? 3 classes terminales. Et le nombre d'élèves, c'est 60. 60 par classe. Il y a 7 réussis.
mais enfin, 7 qui sont reçus au bac. Et ce sont des années terribles du bac. Donc, ce qui se passe maintenant, on peut se réjouir et dire que voilà, oui, c'est mieux, c'est tant mieux. Mais toujours est-il que nous revenons toujours au même problème. Lorsque ça marche, lorsque les enfants réussissent, Oui. on les applaudit, on dit oui, les enfants ont bien travaillé. Mais lorsque ça ne marche pas, on dit les professeurs n'ont pas travaillé. Comme si c'est le professeur qui devait se mettre à la place des enfants. Mais en même temps... c'est eux qui donnent l'enseignement. Oui, c'est eux qui donnent l'enseignement. C'est comme quand vous avez un répétiteur à la maison, s'il ne donne pas le résultat, écoutez, vous dites, voilà, oui. Il n'a pas assuré. Il n'a pas assuré, mais ce n'est pas... je suis toujours gêné quand on placarde les enseignants, on les met au pilori, on les cloue au pilori, on les crucifie, parce qu'ils donnent l'enseignement, c'est vrai, mais la réceptivité et tout ce qu'il y a comme autres facteurs qui entrent en jeu, des facteurs qui font que les enseignants ne sont pas toujours à même de dire, voilà, j'ai donné l'enseignement et ce que je pense avoir comme résultat doit être nécessairement le top. D'accord. Oui. Donc, on est souvent gêné quand tout le monde s'acharne sur les enseignants quand le résultat n'est pas positif. Alors, coach Justino Vieira, en tant qu'observateur, vous qui savez si bien observer la société et ses acteurs, qu'est-ce que vous pensez des résultats des examens de fin d'année de cette année 2022? Merci beaucoup. Vous savez, j'aurais bien voulu faire une analyse comparée comme M. Fondé. Mais je dis, d'où venons-nous? D'où venons-nous? Lorsqu'on se souvient du point de départ, on pourrait mettre beaucoup de gants et se contenter du peu et se féliciter et dire, le Bénin, nous sommes en train de progresser. Les résultats s'améliorent. La performance atteint un niveau meilleur pour Dicien. Aujourd'hui, nous sommes à 66% pour le BPC. Une amélioration de 6 points. Monsieur Itiosso l'a si bien précisé. Oui. Mais il faut s'interroger sur les éléments qui ont favorisé cette amélioration. Lorsque nous repartons 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, je ne veux pas être très très pointilleux, sinon je donne des années précises. On va se dire, mais est-ce que l'élève béninois est si performant pour que des années précédentes, on ait des résultats de 20%, de 30%, de 18%, de 17%? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Et lorsqu'on ramène le débat à ce questionnement, on va commencer par féliciter les réformes opérées dans le système éducatif. D'accord. C'est au trophée, c'est au succès de ces réformes que nous assistons depuis quelques années à cette amélioration des résultats. Vous savez, lorsque les réformes... Mais quand on prend les résultats dans leur ensemble, il y a que... c'est au niveau du BPC qui a eu une amélioration. Au niveau du CEP, il y a une légère baisse. Mais c'est le vrai. Également, oui. C'est le vrai, Mme Rachida. Oui. Pourquoi? Parce que avant, lorsque vous prenez les acteurs qui opèrent dans le système éducatif, chaque couche, chaque secteur est en train de connaître une salubrité. Lorsque vous prenez les écoles, il y a le suivi est plus rigoureux. Lorsque vous prenez les enseignants, aujourd'hui, les critères, le recrutement, ce n'est plus, la liberté n'est plus donnée à 100% au fondé de recruter qui il veut, comment il le veut. Non, il y a des règles précises. Ces règles existaient. Comme on le dit, les lois existent, mais c'est leur mise en œuvre, c'est leur application. Même le parent n'a plus la liberté d'inscrire son enfant dans la classe de son choix. Parce qu'il y a maintenant une plateforme qui permet de suivre l'évolution. Or, avant, il suffit qu'un enfant soit recalé dans une école X, et l'année qui suit, le parent l'amène dans une école Y, et avec son pouvoir financier, le positionne ou bien le met dans la classe. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe plus. On dirige plutôt. Existe dans une bonne mesure pour mettre des gants, pour être plus prudent. Voilà, oui. Pour être plus prudent. Oui, plus prudent. Oui. Dans une bonne mesure. Mais c'est déjà ça. Commencer cette salubrité pour reconnaître le méritant. Donc,
les résultats auxquels nous assistons aujourd'hui montrent le vrai visage de ce que l'enseignement béninois, de ce que le pli des réformes, ça montre le ton. Et aujourd'hui, chaque acteur doit s'impliquer davantage. Et c'est là où je vous donne raison pour que nous assistions les prochains jours à des résultats meilleurs. Mais déjà, il faut reconnaître que nous avons le vrai visage, que les résultats sont ce qui doit être, et maintenant, chaque acteur, de par sa position, doit s'impliquer pour que nous assistions à de meilleurs résultats. Jean Fondé, c'est donc là le vrai visage de nos apprenants, c'est le vrai visage des résultats. Jean Fondé, vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis, mais à moitié, parce que si on doit parler du vrai visage, du point de vue docimologique, par exemple, c'est-à-dire la façon dont certaines matières sont corrigées. Si nous prenons par exemple, je ne vais pas me hasarder dans une discipline que je ne maîtrise pas trop, mais quand même je vais m'y hasarder. On prend par exemple les SVT aujourd'hui, les sciences de la vie et de la terre qu'on appelle biologie. Dans leur docimologie, les points ont été sérieusement émiettés. Et si bien le candidat a-t-il produit début d'introduction où il faut lui accorder des points ceci et cela, introduction il y a des points, conclusion il y a des points. Et depuis un certain nombre d'années, et si bien que le visage en réalité intellectuelle n'est plus reflété par les notes que nous obtenons, il faut l'avouer. Mais c'est pour éviter que l'école soit une espèce de lieu de terreur. Lorsque je prends par exemple la communication écrite dans ma discipline pour le BPC, les points sont émiettés. Il ne suffit plus de lire la lecture, la production de l'apprenant pour dire bon, ça mérite 3, ça mérite 5. Que lorsque vous commencez par dire est-ce que le candidat a rempli tel critère, vous commencez par attribuer les points. Même celui dont le français n'est pas tout à fait encore sur les rails comme cela se doit, vous vous surprenez à lui donner une note d'espoir ou tout au moins la moyenne. Les acteurs du monde éducatif et ceux qui sont dans la discipline du français comprennent ce que je dis. Lorsqu'on prend par exemple la lecture, la lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelait étude des tests au cours avant, donc il y a un test, c'est devenu plus facile, bien que vous-même, quand vous écoutez les enfants parler directement, vous vous dites mais c'est quoi ce niveau-là? Mais quand ils produisent, c'est devenu presque mécanique. C'est pour atteindre un objectif parce que, comme on le dit, après par compétence, il y a d'autres compétences qu'on veut bien que ces enfants-là puissent justifier et puissent montrer. Donc, les résultats d'un examen n'ont pas toujours révélé le niveau réel des apprenants parce que c'est lié, par exemple, à des objectifs politiques, lié à des objectifs pédagogiques, lié à des objectifs de l'époque par rapport à ce qu'on veut. Tout le monde se plaint. Lorsque vous-même, journaliste, vous tendez des micros aux apprenants du Bénin au Niger, du Niger au Sénégal, vous vous rendez compte que ce n'est plus ça. Donc, les résultats par rapport au pourcentage n'ont pas forcément l'exactitude du reflet du niveau, parce que la question du niveau, c'est autre chose. Mais on a voulu qu'il justifie d'un certain niveau pour être autorisé à aller à l'étape suivante. Donc cela se justifie de cette façon-là. Et il y a aussi d'autres données qui, tout à l'heure peut-être, si vous voulez, on va revenir sur... Oui, allez-y. Oui, et lorsque nous prenons par exemple le champ politique, depuis quelques années, avant chaque établissement, chaque département, chaque commune avait eu certaines libertés à organiser les devoirs dans les collèges. Mais depuis, il y a une période qui est fixée à tout le monde. Vous devez finir de faire les devoirs, vous devez finir de faire ceci. En dehors de ça, les mairies, les maires et les préfets se sont impliqués dans les préparatifs des candidats en prévoyant chacun de son côté un budget parce que ce n'est plus à l'honneur d'un département entre griffes de se voir classé dernier en termes de pourcentage. De tenir la lanterne rouge. Oui, de tenir la lanterne rouge. Quand on sait que même dans les écoles, les directeurs, ils ont le feu aux fesses. Hein, voilà. Parce que quand vous donnez un résultat médiocre, vous êtes sûr d'être muté. Oui, même si vous n'êtes pas muté, vous êtes quand même une personne d'une certaine référence, vous avez de l'amour propre. On dit que votre école dans la zone a fait 0%. Donc plus personne ne veut se laisser faire.
L'inquiétude, ce qui me fait un peu marrer, ce sont les établissements privés, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire, qui doivent redoubler davantage d'efforts. Si le collège des établissements publics font 74% par exemple, 80%, alors les établissements privés ont encore du pain sur la planche. Oui. Ils ont encore beaucoup à faire pour démontrer qu'ils tiennent vraiment. Et en dehors de ça également, l'encadrement des grèves, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Il y a surtout cet élément éduc-master qui fait que on ne peut plus faire n'importe quoi aujourd'hui. Vous ne pouvez plus... C'est une donnée, un outil vraiment qui est venu révolutionner parce que du point de vue de la discipline, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi dans un établissement et partir vous inscrire dans un autre. Oui. De deux, avant, il était possible de trouver un candidat, il est brillant, il quitte la classe de seconde, il quitte la classe de première pour s'inscrire pour la classe terminale. Avec faux et usage de faux, puisqu'il faut changer de bulletin, on ne peut aller au baccalauréat que lorsqu'on justifie du niveau de la classe terminale. Et ce sont des apprenants, donc ça gonflait artificiellement le chiffre de ceux qui allaient au baccalauréat. Ensuite, le fait que, du point de vue régional, la période de passer le baccalauréat a été harmonisée et il n'y a plus, la sous-région a été stabilisée et il n'y a plus de réfugiés qui viennent gonfler le chiffre des bacheliers ici ou de ceux qui vont au BPC. On va dire, il y a tel nombre. Or, généralement, ils viennent avec un niveau un peu approximatif. Donc, le vrai visage dont on peut parler, c'est le vrai visage du Bénin. Mais pas le vrai visage du niveau dont on peut justifier. Et ça répond à un certain nombre de... Oui, il y a une nuance. Il y a une grosse nuance. En dehors de ça, il y a beaucoup de... Au niveau des acteurs pédagogiques, les visites des conseillers pédagogiques, je leur tire chapeau, et des inspecteurs, ça a été assuré tout le temps parce que personne n'a voulu faire de l'impéritie par rapport à son cahier de charge. Donc les visites ont été assurées. Les animations pédagogiques de zone ont toujours été assurés avec assez de thèmes qui permettent aux jeunes qui sont venus dans le métier d'apprendre à faire, d'apprendre à savoir faire et à savoir être. Finalement, Finalement, Patrick Gossou, quand j'écoute Jean Fandé, on voit à quel point aujourd'hui chaque maillon de la chaîne a à cœur, n'est-ce pas, la réussite des enfants. Oui, chaque maillon de la chaîne a à cœur la réussite des enfants parce que on a attiré l'attention sur un fait. Monsieur Fandé l'a dit rapidement. Quand le professeur ou quand l'enseignant n'est pas là, l'enseigné est saigné. Saigné, S-A-I-G-N-E, accent aigu. On a mis les enseignants à leur place en classe. C'est vrai que certains diront, même s'ils sont en classe, ils peuvent ne pas travailler. Mais la réforme par rapport aux grèves, c'est l'une des réformes les plus capitales. On peut tout dire, on peut crier, voilà, droit de l'homme, droit de grève, droit du travailleur, droit de quelque chose. Quand on a mis fin aux grèves répétitives et... C'est vrai que ça bouleversait... Oui, ça bouleversait tout. Et les écoles privées s'en glorifiaient parce que dans les écoles privées, il n'y avait pas de grève. Et c'est l'école publique l'école privée continuait d'avoir les 100% dans les établissements. Mais quand on a bloqué ça, l'école publique a repris du poil de la bête. Et dans ce cas, lorsque l'enseignant est là et que l'enseignant n'est plus saigné, qu'est-ce qui se passe? Le travail se fait. Donc, on a remis chacun à sa place sur ce plan-là. L'enseignant à sa place et l'enseigné. Les enfants ne déambulent plus dans la rue. Ah, il y a grève. Cela me rappelle, on a fait un reportage où nous étions, à un moment donné, en train de suivre des enfants. Ils étaient en train de hurler. Eux-mêmes ont fait mouvement en grève. On a tendu le micro à un enfant. Oui, pourquoi tu es en train de marcher? Parce que les autres marchent aussi. Ah, et pourquoi ils sont en train de marcher? Bon, je crois qu'ils sont en train de réclamer. Bon, je ne sais pas, mais je marche. Donc, les gens ne comprenaient même pas le but des marches, le but des grèves, rien. Ils ne savaient rien, mais ils suivaient la foule. Donc, en remettant l'enfant en classe
au lieu d'être dans la rue, parce que les enfants aussi avaient commencé à faire de la grève, on a mis tout le monde à sa place sur ce plan. Bien sûr. Maintenant, M. Fana l'a souligné, inspecteurs, surveillants, superviseurs, etc., tous ceux qui tout le monde s'implique. Et tout le monde s'est remis à sa place. Les communes, les maires ont dit, je ne voudrais pas que ma commune soit la dernière. Les chefs départements, les préfets ont aussi mis la main à la pâte. Il fallait que tout le monde s'y mette. Absolument. Et je crois que c'est ça qui est en train de donner ce Et il faut résultat. féliciter, n'est-ce pas, le département du Borgou qui, cette année, quand même, s'est fait distinguer, surtout au niveau des résultats, je pense, du BPC et du CEP. Oui. Nous avons tenté d'avoir le maire de la ville de Parakou qui est actuellement à la Mecque pour le pèlerinage et qui n'a pu donner suite à notre invitation, peut-être à son retour. Nous le souhaitons, de passer de bons moments de pèlerinage. Coach Justino, il y a une compétition maintenant. Il y a maintenant une compétition entre les départements, une énorme compétition. Et pour la compétition, au BPC, j'ai juste une phrase que je lis ici. Le plateau champion du BPC l'année dernière redevient dernier du classement, comme 2 ans en arrière. Donc, vous voyez, comme en 2020, le plateau qui était champion l'année dernière est devenu dernier. D'accord. Donc là, chaque département se dit oui, comment faire? Donc les gens du plateau, ils sont sur les braises actuellement par rapport au BPC. Absolument. Et donc, voilà, on peut se satisfaire de ces résultats, même si c'est vrai, on souhaite quand même que ces résultats soient meilleurs. Coach Justino Vieira, vous avez parlé il y a un moment d'un certain nombre de réformes, n'est-ce pas, qui ont permis à tout le moins de stabiliser, n'est-ce pas, les résultats. On peut noter quelques-unes. Bien sûr, M. Diossou vient de parler de la grève. Vous savez, ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de soubresauts en son temps. Mais je dis toujours, et en son temps, je l'ai dit sur un plateau de télévision, les réformes créent des bouleversements. C'est inévitable, c'est normal. Cependant, seul le temps montre l'adresse ou la maladresse des réformes. C'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'abord de ces résultats, même si, je répète, je dis toujours, on espère mieux, il faut déjà se satisfaire, il faut déjà se féliciter du travail fait grâce à ces réformes. Quoi qu'on dise, ces réformes ont été un fer de lance. Bien sûr. Mais vous savez, Madame Rachidat, lorsque nous parlons du système, tout le monde est remis au travail. Mais pas dans la frustration, mais avec un challenge, le souci de redorer le blason. Nous venons de dire, M. Diossou vient de le repréciser, les départements entre eux ne veulent pas être à la traîne. Il y a comme une sorte de compétition, oui. N'est-ce pas? Et c'est il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était une seule commune, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, qui avait ce challenge, ce souci, et chaque année organisait des TD, des séances... L'Atlantique, n'est-ce pas? Non. Ou le littoral. Je sais que la mairie de Boycon, sous le leadership en son temps du maire Luc Ossetoye Atropo, organisait depuis pratiquement bientôt 20 ans des TD. Et c'était pratiquement une période où tout le monde dit « j'attends les TD de la mairie, j'attends les TD de la mairie ». Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question d'une mairie, c'est une question départementale. Donc, ça a changé de niveau, ça a changé de cap. Ce n'est plus une affaire de commune, c'est une affaire de département. Première chose. Deuxième élément, même les enseignants, les écoles, les fondés, les directeurs d'école, lorsque vous n'avez pas de bons résultats, ça dénote, ça montre votre système de management, le niveau de défaillance de votre système de management. Parce que le directeur estime-t-on, avec raison, bien entendu, qui met tout ce qu'il faut, un bon système, un bon style de management, doit pouvoir gérer d'abord les enseignants du mieux qu'il peut et par déduction les élèves pour qu'on assiste en fin d'année à de meilleurs résultats. Même si ce n'est pas forcément première école de la commune ou du département, mais au moins, on aurait un résultat dit, il a fait. C'est ça. Donc, lorsque l'ascension suit,
ça permet de discipliner et de remettre chacun à sa place. Vous savez, il y a 2 ans, il y avait également ce problème, ce débat brûlant sur la table de l'actualité sur la question des vacataires. Et on estimait que on a mal fait, on n'aurait pas dû limiter, non, il faut laisser chacun courir dans tous les sens. Mais attendez, c'est le même corps, c'est le même cerveau. Et lorsque le même enseignant, en une journée, va dans 5, 10, 8 écoles, mais il court d'après là, il est épuisé et le rendement est affecté. Donc, il faut voir la vision. Il faut que nous voyons d'abord la vision, l'enjeu, prendre conscience de cet état et se dire, nous allons quelque part. Lorsqu'on sait là où on va, on justifie, on donne raison aux réformes. Aujourd'hui, chaque vacataire est dans son couloir et à la maîtrise de sa salle. Monsieur Jossou vient de dire, chaque enseignant est remis dans sa place, dans sa classe. D'accord. Tout est dit. Et maintenant, pour finir, parlons du visage du niveau. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la transmission ou si c'est la réception. Je ne sais pas. Je ne suis pas enseignant, je ne saurais le situer. Cependant, M. Fandé vient de dénoncer le fait que le visage du niveau n'est pas toujours en harmonie avec ce que reflètent les résultats. Il y aura un décalage. Mais il m'a donné raison sur le fait que le visage du pays, c'est ce qui doit être. Mais il faut se questionner, pour se demander, mais pourquoi il y a ce décalage? Pourquoi ça ne se donne pas la main? Pourquoi le résultat des examens ne reflète pas le niveau exact? Est-ce que c'est la transmission qui est problématique ou c'est la réception? Mais moi, je pense, de ma position d'observateur, que c'est plutôt la réception. Parce que l'élève apprend de façon mécanique. 1 plus 1 est égal à 2 égale 2. Il bûche. Et il sait qu'en philosophie, on lui a dit telle chose. Si ça soit l'examen de façon mécanique, il rend ça mot pour mot textuellement. Très bien. Donc, il n'est plus dans l'objectif de comprendre, d'assimiler. Il n'y a plus la motivation, mais il bûche il garde ce qu'il faut garder pour aller rendre ce qu'il faut rendre et réussir à son examen. Ça s'arrête là. Alors, Jean Fandé, la question vous est posée. C'est la transmission ou c'est la réception? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Oui, avant de revenir à ça, je note dans le style de mes co-débatteurs un peu d'hyperbole sur lesquels je vais revenir, parce que les questions d'éducation sont des questions très très sensibles, des questions fiévreuses avec lesquelles il faut éviter la notion de grève. On ne peut pas défendre sur un plateau par rapport au monde éducatif que c'est parce qu'il y a moins de grèves que les résultats ont pris de l'envol. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais ça a discipliné un peu les choses, en fait, c'est ce que non, oui, ça a remis... Non, même pendant la grève, vous avez dit, si on doit déplacer les doigts pour parler de la notion de réceptivité ou de notion d'insémination, les avis sont partagés. Donc, ce n'est pas, on peut même... parce que quand c'est perçu comme ça, si on n'explique pas aux téléspectateurs, c'est comme si nous retrouvons ici pour dire qu'on a raison de dire qu'il n'y a plus de grève. Or, nous sommes dans un système démocratique. Ce qui peut peut-être démontrer les grèves qui n'ont pas de raison d'être. Ça, je suis d'accord, il faut le dire à mots vraiment sincères. Donc, si ce sont des grèves qui n'ont pas de raison d'être, on est d'accord. Mais sans grève, le pays ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas syndicaliste, mais il y a des choses sur lesquelles il faut... la grève, d'accord, mais on peut même supprimer les grèves et constamment mettre une équipe sur pied qui étudie le système de motivation de ceux qui en sont privés pour toujours le bien du pays, pourvu que ça marche. Les plus grands pays aujourd'hui, si on prend la Chine, on prend la Russie, ce n'est pas le système démocratique forcément qui fait bondir ces pays-là. Donc je partage l'opinion selon laquelle il faut cadrer les choses. Il ne faut pas toujours se demander la question, poser la question de savoir pourquoi les choses, mais comment ça doit marcher pour qu'on puisse se retrouver heureux. L'autre chose aussi, c'est par rapport à la question de réceptivité ou de... Oui, c'est un débat vieux comme le monde. Ça dépend des types de chasseurs qu'on envoie dans la forêt. Ça dépend donc des types d'enseignants qu'on a envoyés sur le terrain. On peut se frotter la main parce que depuis 5 ans, depuis 4 ans, on est en train d'envoyer sur le terrain des enseignants qui sont passés par le filtre de concours sérieusement organisé.
sans tricherie ou bien sans grand risque de... Il y a une rigueur, il y a comme une un rigueur. tamis à ce niveau. Et donc, on a le NEC plus ultra. Le NEC plus ultra, merci Patrick. Okay. Donc, le NEC plus ultra aujourd'hui. Et même les jeunes qui sont venus sur le terrain, quand vous les écoutez, mais ils s'expriment pour la plupart du temps bien. Alors que ce n'était pas le cas. Hein. C'était Parfois, pas le cas. Vous entendez des enseignants, vous tombez des nues. Oui. Vous vous demandez, ben, tiens, les répétiteurs qui écrivent avec des fautes sur le tableau, vous vous dites, ben, écoutez. Ils sont venus avec la fougue de la jeunesse qu'il faut. Et maintenant, si j'ai une doléance à formuler à l'endroit du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient motivés, que l'enseignant soit motivé constamment pour qu'ils ne baissent pas les bras dans ce talent qu'ils ont pris pour contribuer eux aussi à l'obtention de ces bons résultats que nous sommes en train d'applaudir peu ou prou. Oui, oui. Ce n'est pas pour lui mettre les pieds sur la langue, oui. Mais que l'enseignant soit motivé, c'est justement ça. Je le disais par rapport au Japon. Oui. Les plus riches parmi les fonctionnaires de l'État, ce sont les enseignants qui sont plus payés que les autres. Les enseignants du primaire, dès qu'il a mis en branle tout son système Hirohito, il a mis ses enseignants très à l'aise. Ils sont très bien payés parce qu'il dit, ceux qui doivent nous former, ils doivent être bien payés pour être à l'aise afin de nous former. Je pense qu'on va y arriver au Bénin, hein, c'est sûr. C'est pour donc, ça, peut-être. La motivation. C'est pour ça qu'il y a ce toilettage-là, cette exigence de rigueur, d'excellence dans le monde de l'éducation. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a toujours une voie, bien vrai. Les grèves ont été maîtrisées, recadrées, mais il y a toujours une voie d'expression des revendications pour... Bien sûr. Donc, ce n'est pas... Il y a le dialogue qui est il y a le dialogue social. Et puis, on peut graver aussi du jour. Donc, cet encadrement ne fait pas subir l'enseignant, ou bien ne favorise pas la frustration. Au contraire, ça permet de régler un problème. Première chose. Et deuxième chose, il y a toujours un couloir par lequel l'enseignant peut exprimer ses revendications. D'accord. Oui, je comprends, M. Fandi. Il n'est pas syndicaliste. C'est un enseignant. C'est un enseignant. Je le comprends. C'est un enseignant. Donc, allez, dont on ne peut pas parler. Le paradis n'existe nulle part. Quand vous choisissez d'enseigner, comme l'a dit Louis-Ferdinand de Céline dans Voyage au bout de la nuit, quand vous choisissez d'enseigner, ça veut dire que vous avez choisi la voie de la paupérisation. Vous avez choisi d'être pauvre. Oui. Donc, le paradis n'existe nulle part, peut-être en Allemagne, peut-être au Japon, peut-être dans quelques pays d'exception. Mais pour ce qui nous concerne ici, pour obtenir de meilleurs résultats, il faut que le Conseil national de l'éducation, le ministère en charge de l'éducation, quel que soit le niveau, eh bien, que tous les acteurs du système puissent penser à motiver l'enseignant davantage et à... La motivation, c'est quoi? Il y a le salaire. Il faut aller au-delà du salaire ou quoi? Non, et parfois... C'est une question... Oui, c'est une question... Oui, tous. Quand on dit motivation, par exemple, du point de vue notionnel, il faut que les enseignants soient constamment et régulièrement formés. D'accord. Voilà qui est clair. Oui, du point de vue notionnel. Du point de vue de la charge de la masse horaire que l'enseignant doit exécuter. Si jeune aujourd'hui, il peut faire 30 heures sans coup férir, d'ici 5 ans, ce n'est plus évident. Donc, diminuer la masse horaire à un certain niveau. D'accord. Donc, quand on parle de motivation aussi, c'est les conditions dans lesquelles on travaille. Vous entrez dans une classe terminale de 115 élèves, de 60 élèves, c'est vrai que ça va venir, mais c'est difficile. Lorsque vous entrez dans une classe de troisième, on vous dit que c'est 80 et que vraiment il faut faire avec, on verra bien ce qu'on va faire. Et il n'y a pas de salle de classe. Nous sommes en train de venir, ça va s'améliorer. Mais je comprends aussi que chaque gouvernant choisit des domaines précis qu'on veut améliorer pour leur visibilité. On ne peut pas faire tout, on ne peut pas contenter tout le monde et son père. Mais lorsqu'on sait que c'est à travers l'enseignement que se dessine l'avenir du pays, la sécurité du pays, le développement du pays, et quels que soient les sacrifices qu'on veut faire, le domaine de l'enseignement et de la santé, il faut faire plus d'efforts. Il va falloir faire plus d'efforts. C'est vrai, beaucoup d'efforts sont faits. Je suis en train de parler un langage sincère.
pour que on puisse comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses on ne parlait pas de Conseil national d'éducation, avec qu'il y a de la volonté. On ne parlait pas de concours tous azimuts avant d'accéder au grade d'enseignant. Aujourd'hui, cela existe et cela améliore la qualité. Les inspecteurs, je l'ai dit, les inspecteurs les CPE ne viennent plus inspecter aujourd'hui dans le sens de punir, mais ils viennent accompagner. Il faut l'avouer. Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs... Avant, c'était la terreur. Oh oui, c'est la terreur. Oui. C'était la terreur. Ils vous disent ce qui ne va pas et vous conseillent ce qu'il faut faire pour améliorer vos prestations. Très bien. Oui. Stanislas Limpon, eh bien, a contrôlé, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. Il a fouiné un peu partout, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, pour recueillir les différents avis des internautes à qui nous avons posé une question bien précise. Selon vous, l'amélioration des résultats des examens de fin d'année est-il le signe d'un relèvement du niveau des apprenants? Stan, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman, et bonjour à chacun et à tous, et particulièrement à M. Jean Fanel, le plus heureux du plateau, puisque ces apprenants sont admis. Bah oui, mais finalement, merci, vous me donnez, je vous ai même pas posé la question, mais bon, on va y revenir. Alors Stan, que disent les internautes? Alors, beaucoup d'internautes, beaucoup de réactions. Ces internautes estiment que l'amélioration des résultats de fin d'année ne justifie pas forcément le niveau des apprenants. Il faut prendre ces performances avec réserve, estiment-ils. D'autres estiment que c'est déjà un indicateur à prendre en compte. D'accord, les avis sont partagés. Ah oui. On en découvre quelques-uns. Oui, je prends quelques-uns rapidement. Et la première réaction nous vient de notre ami Jean Kokouzuno qui affirme « Les résultats des examens de fin d'année justifient le relèvement du niveau des apprenants. Mieux encore, ces résultats consacrent l'effort fourni à tous les niveaux par les responsables de notre système éducatif, à commencer par les enseignants. » Aïssi Banabé partage l'avis de Jean Kokouzuno. Le niveau des apprenants est relevé, oui, mais tout ceci grâce aux enseignants qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Aussi faut-il reconnaître les efforts des ministres en charge de l'éducation qui, eux aussi, sont très proches des différents acteurs du dit secteur afin de pouvoir rendre effectifs les objectifs du gouvernement pour ce secteur. Bokor Roland Caliste a un avis mitigé. Je réponds pas l'affirmatif car les examens sont un outil pour évaluer l'élève moyen. Cependant, d'autres facteurs comme la réduction du temps de grève des enseignants, le recyclage de ces derniers qui dispensent mieux leurs cours, concourent au succès. Un politicien populiste peut aussi instruire, exiger des épreuves abordables pour montrer qu'il est le meilleur. Humblement, j'ai du mal à faire le lien entre les performances aux examens et la qualité intrinsèque des impétrants que je croise. Effectivement, les résultats de fin d'année ne justifient pas le niveau réel de beaucoup d'apprenants, soutient également notre ami Pamphile Hungay, car après l'obtention du diplôme, le produit obtenu est totalement infirme. Chez la plupart, ils ont le diplôme, mais pas de compétences requises pour servir leur nation. Après toutes les analyses, les résultats ne constituent pas une preuve de l'amélioration du niveau d'études. Voilà. Merci donc Stanislas Limpon. On voit bien que les avis rejoignent ce que nous avons dit sur ce plateau, hein, Jean Fandé. Ça me rappelle aussi que pas si loin de nous en Côte d'Ivoire, les résultats aussi les résultats ne sont pas du tout reluisant et sur les réseaux sociaux, ça tire, voilà, ça jazz beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il faut se féliciter quand même de la stabilité, n'est-ce pas, des résultats. Merci à vous. Très rapidement, on va parler, si vous le permettez, Jean Fandé, de l'affectation d'agents fonctionnaires de l'État en pleine année scolaire. Le gouvernement a pris des mesures. Et c'est la fin. C'est la fin. Il n'y a plus d'affectation des enseignants en pleine année scolaire. Avant, on pouvait le faire, mais aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Anna Dano, l'assurance, on va y mettre fin. Oui, c'est à saluer parce que c'est un peu comme si dans une classe,
en pleine année, on change un enseignant et on apporte un autre, on amène un autre, ça déstabilise un peu la classe. Quand c'est porté à l'échelle nationale, je pense que c'est bien. D'abord du point de vue sociologique, parce qu'un enseignant a une famille. Il a aussi des enfants qu'il scolarise, il a aussi des enfants dont il se charge. Et on le pioche, on l'arrache, on le dessouche et on le balance ailleurs. Ça crée des précédents. Donc, il vaut mieux. Et cette année, il faut saluer quelque chose. Les affectations, les nominations au niveau de l'enseignement ont été très vite publiées. C'est à l'actif du ministre, dans la mesure où on attendait à une semaine de la rentrée, 2 semaines avant de faire, et les gens se précipitaient. Et là, si déjà, au début des vacances, chacun sait où il va. Ça permet de se préparer, d'aller louer, de prendre toutes les mesures pour que tout aille bien. Et quand l'individu va bien, c'est toute la nation qui va bien. Il faut dire que c'était assez traumatisant, hein, Justino Vieira, pour les enseignants. Certains le découvrent même déjà à 2 semaines de la rentrée ou à 3 semaines, les affectations continuaient. Ça déstabilise. Psychologiquement, ça déstabilise. Hein, et ça crée beaucoup d'amalgame. Parce que même à l'interne du ménage, il y a des pères, il y a des mères, je commence d'abord par les mères, qui sont mères et pères. Et lorsque ces derniers sont affectés, il faut imaginer le sort de ces enfants. Bien sûr. Parfois, ces enfants bougent, se déplacent et au risque de perdre l'année. Au risque de perdre l'année, puisqu'il y a le temps d'insertion sociale dans le milieu, trouver le logement, ainsi de suite. Mais autre paire de manches, lorsque le parent ou le père, généralement ça, c'est lorsqu'on a fait le père, et quand c'est lui qui donne le temps, qui discipline avec sa rigueur, avec son manteau de père, discipline les enfants, lorsque le papa est affecté, ces enfants se retrouvent sans gendarme, ils se retrouvent un peu tout dans leur liberté. Et quand c'est comme ça... Quand on sait que le papa, c'est souvent l'autorité. C'est souvent l'autorité. Je peux comprendre, mais il y a des femmes garçons. Bien sûr, il y a des... Ça, je confirme. Bon, c'est vrai, ça ne remplace pas le père. Ça ne remplace pas le père. Je l'avoue. Ça ne remplace pas le père. Cependant, il faut féliciter cette décision qui permet de consolider les liens et de privilégier les intérêts des enfants. Parce que c'est d'abord les enfants, c'est d'abord d'eux il s'agit. Et pour revenir au sujet principal des examens, c'est féliciter chaque acteur, notamment les enseignants. Parce que c'est eux qui sont à l'opérationnel. Le gouvernement, les politiques sont au niveau stratégique. Donc, félicitations aux enseignants. Merci à vous, Patrick Diossou. Quelques mots félicitations rapidement. aux enseignants, félicitations à M. Fondé, qui, malgré tout ce qu'il a comme charge, vient ici tous les matins. Tous les matins, tous les jeudis matins pour se voir. Allez, on va applaudir. Jean Fondé, allez, on applaudit. Parce que c'est pas évident, hein, tous les jeudis, venir ici pendant qu'il doit aller au cours pour s'occuper de ses apprenants. Il trouve du temps pour venir sur ces plateaux. Bravo à vous. Je pense que la République a besoin de citoyens comme vous, consciencieux, qui aiment leur travail et qui participent à former les hommes de demain. Merci, Jean Fondé. Merci. Il n'y a pas de Bénin. Il n'y a pas de Bénin. Donc, il n'y aura pas de service patriotique. Voilà. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Stanislas. Pour les affectations, juste une phrase. Et cela me permet de penser que les affectations ne seront plus source de règlement de compte, source de punition. Parce qu'il y a eu des moments où cela était comme ça, où on affectait pour régler des comptes, où on affectait pour punir. Bien sûr. Et certains se disent, donc quand je suis affecté au nord, que c'est une punition. Non, le Bénin, c'est le Bénin. Franchement, moi, j'ai des proches qui sont enseignants. Ça créait une sorte de débandade. Il y a des gens qui ne savaient plus à quel sens se vouer parce au début de la rentrée, il faut prendre un nouvel envol. On ne sait pas comment il faut faire les enfants. Faut-il les déplacer? Dans quelle école les inscrire? C'était vraiment la débandade. Et il faut dire que cette réforme est à saluer. Stan, pour finir. Oui, je dirais tout simplement par rapport à cette innovation gouvernementale que c'est une stratégie qui vise à dissocier la politique du secteur éducatif. C'est-à-dire quoi? On ne voudrait plus que la chose politique se mêle à la chose de l'éducation. Quand on veut former l'homme, comme j'ai l'habitude de le dire, corps et âme, il faut faire la différence entre
les questions politiques et les questions de l'éducation. Aux nouveaux bacheliers, je leur dis bienvenue dans l'univers des connaissances universelles. Et maintenant, à ceux qui ont échoué, je leur dis courage. Pour moi, l'échec, ce n'est que le report du succès. Donc, l'année prochaine sera la meilleure. Vous avez tout dit, Stan. Merci à vous. Stan, on se retrouve demain. Oui. Justine, on se retrouve jeudi. Fandé, on se retrouve jeudi prochain. Oui, Patrick Diosso. Demain, évidemment, n'est-ce pas? Et 5-6-7 matin se poursuit à présent Christelle Tongodo et son invité.